Les civilisations anciennes nous ont laissé des secrets que la science moderne ne peut toujours pas expliquer. Parmi ces mystères figurent des matériaux qui semblent trop avancés pour leur époque. Aujourd'hui, nous allons explorer 10 matériaux anciens que la science moderne n'a pas encore réussi à recréer. Ces découvertes remettent en question tout ce que nous savons sur l'innovation antique et soulèvent une question. Qu'avons-nous perdu au cours de l'histoire? Commençons par le top 1, le béton romain. Top 1. Le béton romain. Le béton romain, connu sous le nom d'opus caementicium, est un matériau qui a résisté à l'épreuve du temps. Il a été retrouvé dans de nombreux ports romains antiques, des structures de brise-lames et d'autres constructions côtières, et a résisté aux assauts de la mer pendant plus de 2000 ans, quelque chose que le béton moderne ne peut pas faire. Le béton moderne se détériore et s'érode souvent, après seulement quelques décennies d'exposition à l'eau de mer, mais le béton romain ne devient que plus résistant avec le temps. Ce mystère de la manière dont un matériau peut améliorer sa durabilité au fil du temps intrigue les scientifiques depuis des décennies. Le secret de sa force réside dans sa composition unique. Contrairement au béton moderne, qui repose sur le ciment Portland, les Romains utilisaient un mélange de cendres volcaniques, de chaux et d'eau de mer. La cendre volcanique, connue sous le nom de pouzzolane, réagit avec la chaux et l'eau de mer pour former un minéral rare appelé taubermorite d'aluminium. Ce minéral s'imbrique au niveau microscopique, créant une structure qui continue de se renforcer au fil du temps lorsqu'elle est exposée à l'eau, en particulier à l'eau de mer. Ce qui rend le béton romain si extraordinaire est sa capacité à devenir plus solide avec l'âge. Cela contraste radicalement avec le béton moderne, qui a tendance à s'affaiblir et à se fissurer avec le temps. La raison pour laquelle le béton romain est si durable réside dans sa structure minérale. Le minéral, la taubermorite d'aluminium, est un sous-produit des cendres volcaniques et de l'eau de mer. Il forme une structure cristalline qui croît avec le temps, rendant le béton encore plus résistant lorsqu'il est exposé aux environnements marins. Les scientifiques modernes ont découvert que plus le béton romain reste longtemps en contact avec l'eau de mer, plus il devient robuste et solide. Les scientifiques ont fait de multiples tentatives pour reproduire le béton romain. Au début des années 2000, des chercheurs ont prélevé des carottes dans des ports romains antiques situés à Césarée et à Kos, et ont découvert que le béton était toujours intact après 2 millénaires. Malgré la compréhension du processus de minéralisation, les tentatives modernes de reproduire le mélange exact du béton romain à grande échelle ont échoué. L'une des raisons principales est la cendre volcanique utilisée par les Romains, qui provient spécifiquement de la baie de Naples, une région riche en matériaux volcaniques uniques. Les matériaux de construction modernes ne peuvent pas remplacer cette cendre spécifique, et sans elle, le béton moderne ne parvient pas à obtenir les mêmes résultats. De plus, la méthode de fabrication du béton romain consistait en un processus de durcissement lent sous l'eau. Contrairement au béton moderne qui prend rapidement en quelques heures ou quelques jours, le béton romain nécessitait un temps de durcissement beaucoup plus long, surtout dans l'eau. Le processus pouvait prendre des semaines, voire des mois, pour durcir complètement, permettant aux minéraux de se lier correctement au fil du temps. Ce long processus de durcissement est quelque chose qui ne peut être réalisé avec le béton moderne, à prise rapide, utilisé dans l'industrie de la construction d'aujourd'hui. Les scientifiques ont tenté de reproduire ce processus de durcissement, mais les délais modernes ne le permettent tout simplement pas. Malgré ces défis, le béton romain possède le potentiel de révolutionner la construction moderne. Imaginez utiliser un matériau plus durable que le béton moderne, capable de résister aux éléments pendant des siècles de plus que les matériaux actuels. Si le béton romain était utilisé dans la construction de barrages modernes, de ponts et de défenses côtières, cela pourrait potentiellement économiser des billions en coûts de réparation et en dommages environnementaux. Cependant,
La suppression des recherches sur le béton romain soulève des questions importantes. Pourquoi y a-t-il si peu d'incitation à faire revivre ce matériau supérieur? Quelles industries bénéficient de la fragilité du béton moderne? Pourrait-il y avoir un agenda caché, nous empêchant de redécouvrir des technologies anciennes qui pourraient améliorer considérablement la construction moderne? Top 2. L'acier de Damas. L'acier de Damas est l'un des matériaux les plus légendaires de l'histoire, connu pour sa résistance incroyable, sa flexibilité et les magnifiques motifs tourbillonnants incrustés à sa surface. On disait que ses lames étaient capables de trancher le métal et même des canons de fusil sans s'ébrécher, et qu'elles pouvaient se plier à près de 90 degrés sans rompre. Mais le véritable mystère de l'acier de Damas réside dans sa création, un processus ancien que les scientifiques modernes ne parviennent toujours pas à reproduire complètement. Les motifs uniques observés sur l'acier de Damas ne sont pas décoratifs. Ils sont le résultat de nanotubes de carbone et de structures de carbure qui se forment pendant le processus de forgeage. Ces structures microscopiques confèrent à l'acier ses propriétés légendaires, une résistance extrême, un tranchant exceptionnel et une grande flexibilité. Alors que la métallurgie moderne utilise des outils de haute technologie comme les microscopes électroniques et les découpeurs laser pour comprendre la composition des métaux, reproduire le processus exact qui a créé l'acier de Damas s'est avéré impossible. Le processus de création de l'acier de Damas impliquait la fusion du minerai de fer avec des matières organiques telles que des copeaux de bois et des feuilles séchées dans un creuset scellé, ce qui créait un environnement pauvre en oxygène. Cela permettait une absorption précise du carbone, formant l'acier à haute teneur en carbone qui était ensuite martelé, chauffé et refroidi selon un cycle rythmique. L'équilibre minutieux de la température, du temps et de la pression était essentiel à la création de l'acier. Même la plus légère variation pouvait ruiner le processus, rendant l'acier cassant ou irrégulier. Malgré les avancées modernes de la métallurgie, personne n'a été capable de reproduire la distribution spécifique du carbone qui rend l'acier de Damas si résistant. En 2006, des chercheurs ont pu identifier des nanofils de carbure de fer intégrés dans des échantillons authentiques d'acier de Damas, des structures qui ne se forment que dans des conditions thermiques étroites. Les connaissances requises pour obtenir ces résultats étaient transmises oralement par les anciens forgerons, ce qui rendait le processus incroyablement délicat et difficile à maîtriser. Ces artisans ont passé des générations à perfectionner la technique, l'affinant à chaque itération. Mais l'un des plus grands mystères de l'acier de Damas est la source des matières premières. Certains érudits pensent que les minerais utilisés pour créer l'acier de Damas contenaient des oligoéléments comme le vanadium et le molybdène, que l'on trouve dans des mines spécifiques du sud de l'Inde. Malheureusement, ces mines ont depuis été épuisées ou modifiées. Les tentatives d'utilisation de minerais similaires n'ont pas réussi à reproduire les propriétés de l'acier, car les oligoéléments exacts ne sont plus accessibles. Il est possible que le secret de la création de l'acier de Damas réside dans les plantes perdues utilisées pendant le processus de forgeage. Ces plantes ont pu être utilisées pour créer un environnement spécial riche en carbone à l'intérieur des creusets, mais elles sont aujourd'hui éteintes. Au XVIIIe siècle, le véritable art de fabriquer l'acier de Damas avait disparu. À mesure que les puissances coloniales et les techniques métallurgiques européennes se répandaient dans le monde, les artisanats indigènes, comme la fabrication de l'acier de Damas, ont été supprimés. Les forgerons locaux, autrefois vénérés pour leur capacité à forger cet acier exceptionnel, ont vu leur savoir-faire remplacé par les méthodes industrielles européennes. La tradition orale qui avait transmis les secrets de l'acier de Damas de génération en génération a été interrompue et l'artisanat a disparu. Aujourd'hui, des tentatives ont été faites pour recréer l'acier de Damas à l'époque moderne, notamment dans la technologie militaire
et l'industrie aérospatiale. En 2018, une note fuitée d'une agence de recherche militaire indienne décrivait un alliage basé sur la métallurgie précoloniale qui présentait une résistance à la fatigue anormale, une propriété similaire à celle de l'acier de Damas. Mais aucune étude publique ou publication n'est ressortie de cette recherche, et on pense qu'elle est classée confidentielle. Pourquoi y a-t-il si peu de financement pour la renaissance de l'acier de Damas? Les connaissances sur sa fabrication pourraient-elles être délibérément supprimées en raison des perturbations potentielles qu'elles pourraient causer aux industries modernes des matériaux? Si l'acier de Damas pouvait être ressuscité, il pourrait révolutionner des industries allant de la technologie militaire à l'aérospatiale, et même aux outils médicaux. Imaginez les possibilités si nous pouvions créer des lames qui ne perdent jamais leur tranchant, ou des matériaux plus résistants que l'acier, mais assez flexibles pour se plier sans se rompre. Mais pourquoi la poursuite de ce savoir ancien semble-t-elle être entravée? Y a-t-il une raison pour laquelle on nous refuse l'accès à une pièce aussi profonde de notre histoire technologique? Top 3. L'alliage d'Orichalque. En 2015, des archéologues marins ont fait une découverte révolutionnaire au large des côtes de la Sicile. Sous la mer, ils ont mis au jour 39 lingots d'un métal inconnu, différent de tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Ces lingots, bien qu'immergés pendant plus de 2600 ans, conservaient un éclat rouge doré brillant, semblant immunisés contre les ravages du temps et de la corrosion. Au départ, on pensait que les lingots étaient en or ou en bronze. Mais, après un examen plus approfondi, on a découvert qu'il s'agissait d'un alliage totalement unique. Cette découverte a laissé croire qu'ils avaient trouvé l'orichalque, le métal légendaire de l'Atlantide. Dans le Critias de Platon, l'orichalque est décrit comme le deuxième métal le plus précieux de l'Atlantide, juste après l'or. On disait qu'il ornait les sanctuaires intérieurs et les temples de la ville, prisés pour sa beauté rare. Pendant des siècles, les historiens ont rejeté cela comme une allégorie, un élément symbolique du récit de Platon. Cependant, la découverte de ces lingots a suscité une remise en question du mythe. Les lingots étaient faits d'un alliage complexe, composé de cuivre, de zinc, de nickel, de plomb et de traces de métaux de terre rares. Des matériaux qui, une fois combinés, créaient un métal unique et inconnu jusque-là. Mais ce qui a intrigué les scientifiques, c'est la pureté et l'équilibre des éléments utilisés dans l'alliage, qui ne pouvaient être reproduits par les méthodes modernes. La clé du mystère réside dans les propriétés inhabituelles du métal. L'orichalque possède un éclat distinct et une empreinte spectrale contrairement à tout métal connu. Les métallurgistes modernes ont tenté de reproduire les caractéristiques du métal à l'aide de technologies avancées. Mais jusqu'à présent, toutes les tentatives ont échoué. La composition de l'alliage suggère qu'il a été formé à l'aide d'un processus hautement contrôlé, nécessitant de la précision et des conditions environnementales spécifiques, des conditions auxquelles les Byzantins ou toute autre civilisation ancienne n'auraient pas dû avoir accès. Le processus de refroidissement, en particulier, était lent et délibéré, permettant aux métaux de se lier d'une manière que la métallurgie moderne ne peut reproduire. Certains chercheurs pensent que l'orichalque aurait pu avoir une valeur plus qu'ornementale. Il aurait pu être utilisé pour des applications technologiques, telles que la transmission d'énergie ou le blindage de signaux, surtout compte tenu de ses propriétés conductrices. Cela pourrait expliquer pourquoi la découverte du métal a suscité une telle résistance et un tel secret. Après la découverte des lingots, l'accès à ceux-ci a été restreint par le ministère italien de la Culture, et toutes les mises à jour sur l'analyse ont été soudainement interrompues. Les chercheurs se sont vus refuser d'autres échantillons et les lingots ont été transférés dans une installation d'État pour conservation. Se pourrait-il que la redécouverte de l'orichalque pose une menace pour la technologie moderne? Et si le secret de la création d'un tel métal
détenait la clé de la révolution des industries de l'énergie, de l'aérospatiale ou des applications militaires? La suppression de recherches plus poussées sur l'orichalque soulève plus de questions que de réponses. Certains pensent que ce métal, s'il était recréé, pourrait perturber les technologies actuelles, en particulier celles liées aux sciences des matériaux. Et si l'orichalque est véritablement une science perdue de la fusion des matériaux, qu'est-ce qui a été enfoui d'autre du savoir des civilisations anciennes? Pourquoi un matériau aussi avancé est-il gardé caché? Est-ce parce qu'il remet en question les fondements même de notre monde industriel moderne? Top 4. Les lentilles mésopotamiennes. En 1850, lors de l'excavation des ruines de l'ancienne cité assyrienne de Nimroud, dans le nord de l'Irak, des archéologues ont découvert un objet intrigant enfoui dans les ruines d'un temple. Il s'agissait d'un petit morceau de cristal de roche de forme ovale, lisse, convexe et d'une clarté déconcertante. Initialement considéré comme un objet décoratif, il s'est avéré plus tard être l'un des plus anciens dispositifs optiques jamais trouvés. La lentille de Nimroud. Datant d'environ 750 avant notre ère, cette lentille était faite de quartz naturel et ne mesurait qu'environ 1,6 pouces de diamètre. Ce qui rend cette découverte si remarquable, c'est qu'elle pouvait grossir les objets 2 à 3 fois, un exploit qui suggère que les anciens Mésopotamiens comprenaient l'optique bien avant les Grecs ou les Romains. La précision avec laquelle cette lentille a été fabriquée témoigne d'une compréhension avancée de la réfraction de la lumière à travers des surfaces courbes. Cette lentille n'était pas non plus un artefact isolé. Des lentilles de cristal polysimilaires ont été trouvées sur des sites mésopotamiens, sumériens et babyloniens, dont beaucoup étaient initialement supposés être de simples bijoux ou des objets rituels. Cependant, un examen plus approfondi a révélé que beaucoup de ces lentilles présentaient des propriétés optiques trop précises pour être accidentelles. En 2007, des chercheurs de l'Université de Genève ont réexaminé 13 de ces lentilles à l'aide de l'interférométrie laser. Les résultats ont été stupéfiants. Plusieurs de ces lentilles présentèrent la courbure parfaite nécessaire pour créer des distances focales contrôlées, ce qui est essentiel pour des instruments optiques tels que les télescopes ou les microscopes. Cette découverte remet en question la vision conventionnelle, selon laquelle la fabrication de lentilles a commencé avec les anciens Grecs ou Romains. Si les Mésopotamiens avaient maîtrisé l'art de la fabrication de lentilles, auraient-ils pu les utiliser pour l'astronomie? Auraient-ils pu observer les planètes, les étoiles ou même la vie microscopique avec cette technologie? Et si oui, le savoir en optique aurait-il pu être bien plus avancé que nous ne l'avions jamais imaginé? Cette découverte soulève également la question de savoir pourquoi ces lentilles étaient si largement utilisées dans une culture qui ne disposait pas de la technologie de pointe que nous associons au microscope ou au télescope. Ces lentilles faisaient-elles partie d'une tradition astronomique? Ou étaient-elles peut-être utilisées pour la gravure de précision, la chirurgie ou d'autres tâches hautement spécialisées? Les preuves suggérant que les Mésopotamiens utilisaient peut-être des lentilles pour l'astronomie sont particulièrement intrigantes. Des cartes stellaires trouvées dans la même région suggèrent qu'ils avaient une compréhension profonde du ciel nocturne, bien plus tôt que ce que l'on pensait possible autrefois. Ces lentilles auraient-elles pu les aider à étudier les étoiles avec une précision qui s'est perdue jusqu'à la Renaissance? Malgré l'importance de ces découvertes, beaucoup de ces lentilles restent enfermées dans les réserves de musées ou classées dans des archives d'artefacts. Les demandes visant à les reclasser comme instruments scientifiques ont été refusées à plusieurs reprises. En 2012, un expert en optique d'un institut de recherche allemand s'est même vu interdire l'examen d'une collection de lentilles mésopotamiennes au British Museum. La raison officielle? Des préoccupations de conservation. Pourtant, aucune restriction de ce type n'a été imposée à d'autres artefacts à base de quartz. Et si ces lentilles faisaient partie d'un système optique plus vaste, utilisé pour mesurer les cieux
ou pratiquer des interventions médicales précises. La possibilité que les anciens Mésopotamiens aient possédé des instruments optiques des siècles avant les Grecs change tout ce que nous pensions savoir sur le développement de la science. Top 5. La poudre d'or antibactérienne égyptienne. En 1924, des archéologues ont découvert quelque chose d'inhabituel en inventoriant les artefacts du tombeau du grand prêtre Angkor sur le site de Saqqara en Égypte. Ce qui semblait être une couche de poussière d'or recouvrant les enveloppes intérieures de son corps momifié a d'abord été perçu comme un simple symbole de richesse ou un objet rituel, comme c'était l'usage dans les sépultures égyptiennes. Cependant, un examen plus approfondi a révélé quelque chose d'extraordinaire. Il ne s'agissait pas de poussière d'or ordinaire. Une analyse microscopique menée plus tard au musée du Caire a révélé que les particules d'or étaient nanoscopiques, chaque paillette mesurant moins de 50 nanomètres de diamètre. Ce qui était encore plus étonnant, c'était la découverte que la poussière d'or présentait des propriétés antibactériennes. Testées contre des colonies bactériennes telles que E. coli et Staphylococcus aureus, les particules ont tué plus de 99% des bactéries en quelques minutes seulement. Contrairement aux antibiotiques modernes, qui reposent sur des réactions chimiques, cette poudre d'or semblait agir de manière mécanique, probablement en perforant les membranes cellulaires des bactéries. Cette découverte a soulevé des questions cruciales. Comment les anciens Égyptiens, des millénaires avant l'avènement de la nanotechnologie moderne, ont-ils pu créer des nanoparticules d'or avec un contrôle aussi précis? Aujourd'hui, la création de nanoparticules uniformes nécessite un équipement de laboratoire avancé, centrifugeuse, bains chimiques et surveillance électronique. Pourtant, les Égyptiens ont accompli cet exploit remarquable, sans outils de pointe. Certains chercheurs spéculent que des enzymes végétales auraient pu être utilisées dans le processus de momification pour décomposer l'or en particules nanométriques. La présence de grains de pollen de plantes désertiques rares trouvés dans les bandelettes de la momie suggère que des composés organiques auraient pu jouer un rôle dans la stabilisation des particules d'or. Les implications de cette découverte sont époustouflantes. Si les Égyptiens avaient maîtrisé la nanotechnologie bien avant la science moderne, ils auraient pu posséder une compréhension des propriétés antimicrobiennes des matériaux, une compréhension que nous commençons seulement à explorer aujourd'hui. Les nanoparticules d'or sont utilisées de nos jours dans diverses applications médicales, de l'administration de médicaments à la cicatrisation des plaies, et les anciens Égyptiens auraient pu être les premiers à exploiter ces propriétés. Pourtant, après la découverte, les échantillons de poudre d'or ont été discrètement retirés de l'exposition publique. Les archives officielles répertorièrent désormais les particules comme de la poussière dorée, et les recherches sur leurs propriétés antibactériennes ont été largement supprimées. Dans les années 2000, un biochimiste de renom en Suisse a affirmé avoir recréé les effets de la poudre d'or à l'aide de recettes anciennes. Mais ses financements ont été coupés et ses recherches ont été arrêtées avant de pouvoir être publiées. Cette découverte était-elle trop perturbatrice pour l'establishment scientifique moderne? Se pourrait-il que les anciens Égyptiens aient maîtrisé une forme de contrôle des infections bien en avance sur son temps, et que ce savoir ait été délibérément caché? Si les Égyptiens avaient véritablement découvert le pouvoir des nanoparticules et les avaient utilisées à des fins médicinales, cela aurait pu transformer la médecine moderne. Mais la perte de ce savoir soulève une question troublante. De quelles autres technologies avancées les civilisations anciennes étaient-elles capables et que nous n'avons pas encore redécouvertes? Qu'est-ce qui a été intentionnellement enterré sous les sables du temps? Top 6. Le feu grégeois. En 678 de notre ère, lors d'une bataille navale décisive au large de Constantinople, la marine byzantine a déchaîné une arme terrifiante qui allait entrer dans l'histoire, le feu grégeois. Des jets de feu jaillissaient des navires byzantins, s'agrippant à la surface de l'eau et embrasant tout sur leur passage.
Ce feu, contrairement à tout autre, ne pouvait être éteint par l'eau. En fait, il brûlait encore plus violemment lorsqu'il était arrosé. Les témoins le décrivaient comme une flamme presque vivante qui semblait se propager de manière incontrôlable. Pendant des siècles, le feu grégeois a été l'une des armes les plus redoutées. Mais sa formule exacte demeure un mystère à ce jour. Le feu grégeois était déployé à l'aide de dispositifs de type siphon montés sur les navires de guerre, suggérant que les Byzantins possédaient un système de propulsion sous pression, une innovation bien en avance sur son temps. Mais le véritable mystère réside dans la composition du feu lui-même. Les descriptions de l'arme suggèrent qu'elle pouvait brûler sur l'eau, coller à ses cibles et continuer à brûler même lorsqu'elle était jetée à la mer, des propriétés que les scientifiques modernes n'ont pas été en mesure de reproduire. Les ingrédients du feu grégeois ont fait l'objet de spéculations pendant des siècles. Certains historiens pensent qu'il était composé d'un mélange de chaux vive, de naphte, de soufre et de bitume. Bien que ces ingrédients soient connus, ils n'expliquent pas totalement l'incroyable résilience du feu et sa capacité à brûler sous l'eau. En 2003, une équipe de chercheurs de l'Université de Thessalonique a failli reproduire les propriétés du feu grégeois, en produisant une substance inflammable semblable à un gel capable de brûler à la surface de l'eau. Cependant, cette version moderne nécessitait des stabilisants synthétiques et des produits chimiques artificiels, des matériaux indisponibles à l'époque byzantine. La formule du feu grégeois était gardée comme un secret jalousement défendu par un groupe restreint d'artisans byzantins. Ces artisans transmettaient le secret de génération en génération, s'assurant qu'il reste caché des étrangers. Le secret était si absolu que toute personne tentant de le révéler était exécutée. Lorsque la 4e croisade s'empara de Constantinople en 1204, le secret du feu grégeois fut perdu. Toutes les traces de sa composition furent soit détruites, soit délibérément cachées. Dans les années 1970, des rapports déclassifiés de l'OTAN mentionnaient une substance capable de s'enflammer au contact de l'eau de mer, le GFR7, une substance que l'on pense avoir été utilisée dans les armes incendiaires anciennes. Cependant, les tests sur ce matériau ont été brusquement interrompus et la substance n'a jamais été identifiée. Depuis lors, l'accès aux épaves de navires byzantins antiques a été restreint et des chercheurs ont rapporté avoir trouvé des amphores scellées contenant des résidus semblables à du goudron qui pourraient être des vestiges du feu grégeois. Pourquoi ces sites sont-ils isolés? Le feu grégeois aurait-il pu être plus qu'une simple arme? Aurait-il pu s'agir d'une technologie chimique capable de défier les éléments naturels? Une technologie qui pourrait révolutionner la transmission d'énergie moderne ou les applications militaires? Le savoir du feu grégeois pourrait-il poser une telle menace pour la technologie moderne qu'il a été délibérément effacé de l'histoire? Le secret entourant le feu grégeois soulève l'effrayante possibilité que nous ne manquions pas seulement d'armes anciennes, mais de technologies entières qui ont été perdues au fil du temps. Top 7. L'acier Wootz. En 1795, une cargaison d'épées arriva à l'arsenal royal de Londres. Parmi elles se trouvait une épée particulièrement frappante, une lame courbe dotée d'un motif fluide unique qui semblait miroiter comme de la fumée liquide piégée à l'intérieur du métal. Ce n'était pas une épée ordinaire, elle était forgée dans de l'acier Wootz, un matériau si renommé qu'il avait été utilisé à travers le Moyen-Orient et l'Inde pendant des siècles. Ce qui rendait ces épées extraordinaires n'était pas seulement leur beauté, mais leur force et leur flexibilité remarquables. Ces lames pouvaient trancher l'acier européen sans perdre leur tranchant, et elles pouvaient se plier à près de 90 degrés sans rompre. L'acier Wootz était légendaire pour sa capacité à conserver son tranchant tout en se pliant sans se briser, ce qui le rendait idéal pour les armes des guerriers du monde antique. Le secret de l'acier résidait dans son processus de production. Contrairement aux méthodes modernes, l'acier Wootz était fabriqué en faisant fondre du minerai de fer,
avec des matières organiques telles que des copeaux de bois ou des feuilles séchées dans un creuset scellé. Cet environnement pauvre en oxygène permettait une absorption précise du carbone, produisant un acier à haute teneur en carbone doté d'une structure unique. Le motif que l'on voit sur l'acier Woods, connu sous le nom de motif damassé, n'était pas seulement décoratif. Les volutes et les vagues complexes incrustées dans la surface de l'acier résultaient de nanotubes de carbone et de structures de carbure formées pendant le forgeage. Ces microstructures conféraient à l'acier une durabilité et une flexibilité inégalées, le rendant supérieur à tout ce que la métallurgie moderne pouvait produire. Pourtant, malgré cela, les métallurgistes modernes n'ont pas été en mesure de reproduire le processus avec la même constance. Même avec des technologies avancées comme les microscopes électroniques et les techniques de découpe laser, la méthode précise de création de l'acier Woods demeure un mystère. Le défi de la reproduction de l'acier Woods réside dans les matières premières spécifiques utilisées. Les textes anciens suggèrent que les minerais utilisés pour créer l'acier Woods étaient riches en oligo-éléments uniques comme le vanadium et le molybdène, que l'on trouve dans certaines mines du sud de l'Inde. Cependant, ces mines sont épuisées depuis longtemps et les tentatives modernes d'utiliser des minerais similaires n'ont pas réussi à reproduire les propriétés extraordinaires de l'acier. De plus, les plantes utilisées pour créer l'environnement pauvre en oxygène dans le creuset pourraient avoir disparu, laissant une autre variable clé perdue pour l'histoire. Le processus de création de l'acier Woods était incroyablement délicat. Même la plus légère variation de température ou d'atmosphère pendant le forgeage pouvait ruiner tout le lot d'acier, le rendant cassant ou irrégulier. Cela rendait la technique extrêmement difficile à maîtriser et à transmettre de génération en génération. Au XVIIIe siècle, la connaissance de l'acier Woods commença à s'estomper et les méthodes industrielles européennes prirent le dessus, remplaçant l'artisanat ancien. Les traditions orales transmises par des générations de forgerons indiens se sont perdues et, à l'époque de la domination coloniale britannique, l'art de fabriquer l'acier Woods avait pratiquement disparu. Malgré les progrès modernes de la métallurgie, personne n'a encore été capable de reproduire systématiquement les qualités de l'acier Woods. Certains chercheurs ont tenté de le recréer, notamment pour une utilisation dans les technologies militaires et l'aérospatiale, mais avec peu de succès. En 2006, une équipe de chercheurs a découvert des nanofils de carbure de fer dans de l'acier Woods authentique, des structures qui ne se forment que dans des conditions thermiques extrêmement spécifiques. Ces découvertes ont soulevé la possibilité que les anciens forgerons qui ont créé l'acier Woods aient possédé une compréhension de la nanotechnologie bien avant la science moderne. Et si l'acier Woods avait été la clé pour créer des matériaux plus solides et plus légers utilisés dans tout, des armes militaires aux engins spatiaux, si nous pouvions percer le secret de l'acier Woods, cela pourrait révolutionner tout, de l'ingénierie aérospatiale aux outils médicaux. Mais pourquoi le savoir de l'acier Woods est-il resté si insaisissable? La suppression de cette technologie pourrait-elle faire partie d'un effort plus vaste pour garder certains matériaux avancés cachés du monde moderne? Top 8. Le verre libyque. En 1932, lors d'une expédition à travers la Grande Mer de Sable, qui chevauche la frontière entre l'Égypte et la Libye, le géologue britannique Patrick Clayton a découvert quelque chose d'extraordinaire. Éparpillés sur le sol du désert se trouvaient des éclats de verre vert-jaune, si distincts de tout ce qui est formé par l'érosion naturelle. Ces fragments de verre étaient tranchants comme des rasoirs, lisses au toucher, et ne ressemblaient à rien de ce que les scientifiques avaient rencontré. Au fil du temps, les géologues allaient en découvrir plus de 3000 miles carrés de ce matériau, aujourd'hui connu sous le nom de verre libyque. Cependant, ce n'était pas seulement la rareté du verre qui fascinait les chercheurs, mais le mystère de son origine. Le verre libyque
est composé à plus de 98% de silice, ce qui lui confère une clarté et une consistance incroyables. Ce qui le distingue des autres verres est sa formation unique. Pour créer du verre à partir de sable de quartz, les températures doivent dépasser 1650 °. Pourtant, il n'y a pas de volcan connu dans la région, ni de traces de coulées de lave, de bouches géothermiques ou de cratères d'impact, les sources habituelles de chaleur extrême capables de faire fondre le sable en verre. La question demeure donc, comment ce verre s'est-il formé au milieu du désert sans source de chaleur évidente? Une explication possible est que le verre a été créé par un événement cosmique, tel qu'une explosion d'astéroïdes ou un éclatement de comètes dans l'air qui a libéré une chaleur extrême en entrant dans l'atmosphère terrestre. Cela aurait créé une explosion de feu qui a fait fondre le sable en verre, sans laisser de cratères ni de dommages visibles au paysage environnant, à l'instar de l'événement de la Tunguska en 1908 en Sibérie. On pense que cet événement a été causé par la détonation d'un corps cosmique dans l'atmosphère, libérant de la chaleur et de l'énergie sans toucher le sol. Pourtant, le mystère s'épaissit. Le verre contient des minéraux rares qui nécessitent une chaleur et une pression extrêmes pour se former, tels que la cristobalite et la lechatelierite. Ces minéraux ne se trouvent que dans des environnements à énergie intense, ce qui suggère que la formation du verre libyque a impliqué bien plus qu'une soudaine bouffée de chaleur. Les microstructures au sein du verre indiquent un processus de refroidissement lent, quelque chose que des conditions contrôlées artificiellement dans un laboratoire auraient du mal à reproduire. Cela soulève la question suivante. Ce verre aurait-il pu être créé par quelque chose de bien plus avancé que les processus naturels que nous connaissons aujourd'hui? Le verre libyque est également lié à l'histoire ancienne. Un scarabée sculpté dans ce verre a été trouvé sur le masque funéraire du pharaon Toutankhamon, indiquant que les anciens Égyptiens appréciaient le matériau pour sa beauté et croyaient qu'il possédait des propriétés mystiques, voire technologiques. Les Égyptiens étaient connus pour leur connaissance des matériaux et leur artisanat avancé, mais auraient-ils pu comprendre les propriétés uniques de ce verre et l'utiliser à des fins autres que décoratives? Peut-être savaient-ils quelque chose sur sa conduction d'énergie ou d'autres propriétés que nous n'avons pas encore pleinement comprises. Après sa découverte, le verre libyque a fait l'objet de nombreuses spéculations, mais l'accès au verre a été restreint. La zone où le verre est le plus concentré a été placée sous contrôle militaire par le gouvernement libyen, invoquant la nécessité de protéger les artefacts. Des images satellites ont montré des signes d'activité d'excavation dans ces zones, mais aucune autre recherche n'a été rendue publique depuis plus d'une décennie. Que cache-t-il? Pourquoi ce matériau remarquable, qui pourrait changer le cours de la technologie moderne, est-il tenu à l'écart du monde? Le verre pourrait-il être le résidu d'un événement de type nucléaire, datant de l'Antiquité? Ou peut-être le produit de technologies anciennes avancées qui ont été perdues ou délibérément supprimées? La découverte du verre libyque soulève des questions critiques sur notre compréhension des civilisations anciennes et de leurs capacités technologiques. Top 9. La peinture inca résistante à l'ombre. En 1936, alors qu'ils exploraient le site péruvien reculé de Choqquirao, des archéologues ont découvert quelque chose de remarquable, enfoui sous des couches de mousse et de débris. Les murs intérieurs d'un sanctuaire solaire, exposés à la lumière crue du soleil de haute altitude et aux pluies saisonnières pendant des siècles, portaient encore des traces vives de pourpre, d'ocre et de bleu. Mais ce qui rendait cette découverte si étonnante, c'est que ces couleurs avaient résisté à la décoloration, contrairement à tous les pigments typiques qui se seraient dégradés avec le temps sous l'exposition au soleil. La peinture ne se contentait pas de survivre, elle prospérait, même dans les conditions intenses des montagnes andines. Ce n'était pas seulement un pigment, c'était une merveille technologique. La peinture, baptisée plus tard
composé andin rouge 5, était composé de liants organiques et inorganiques suspendus dans une matrice à base de silice. Ce qui était vraiment unique, cependant, c'était la présence de particules microscopiques de silice biogénique, des structures semblables à du verre fabriquées à partir de cendres végétales qui diffusaient la lumière du soleil et empêchaient les rayons UV de décomposer la peinture. Essentiellement, cela rendait la peinture résistante à l'ombre, préservant son éclat malgré des siècles d'exposition à des conditions météorologiques extrêmes. Ce qui rend cette découverte encore plus extraordinaire, c'est que ce type de peinture résistait à la croissance microbienne. Dans des conditions de laboratoire, les cultures fongiques ne pouvaient pas pénétrer la peinture, même dans des environnements très humides. Le liant de la peinture semblait contenir des alcaloïdes ou des enzymes dérivées de la flore locale, peut-être transformées par des méthodes qui ont depuis été perdues avec le temps. Certains chercheurs pensent que les Incas auraient pu utiliser des plantes solaires sacrées dans la fabrication de cette peinture. Un savoir qui aurait pu être transmis à travers des générations de connaissances sacerdotales. En 1981, un partenariat entre des fabricants de peinture suisses et les autorités culturelles péruviennes a tenté de reproduire le pigment en utilisant uniquement les matériaux naturels disponibles dans la région. Mais après 2 ans de recherche, le projet a été abandonné sans aucune recréation réussie. Peu de temps après, plusieurs échantillons de la peinture originale conservés aux Archives nationales de Lima ont été déclarés disparus. La raison officielle invoquée pour leur disparition était une erreur administrative, mais l'affaire a été discrètement classée et le chercheur principal a quitté le pays. Le silence entourant ce mystérieux pigment n'a fait qu'ajouter à l'intrigue. Plus récemment, l'imagerie satellite en 2010 a révélé d'autres structures andines, présentant une coloration résiduelle similaire, en particulier dans des endroits comme Pumaquiri et le corridor de Villa Bomba, des sites qui n'étaient pas ouverts au public. Ces zones ont depuis été isolées pour la conservation culturelle, aucune recherche indépendante n'étant autorisée. Pourquoi ces sites sont-ils cachés au monde? Que cherchaient les Incas à protéger avec cet extraordinaire pigment? Certains érudits pensent que les adorateurs du soleil Incas auraient pu utiliser cette peinture dans le cadre d'un système plus large de manipulation de la lumière ou même de géométrie sacrée. Les propriétés de la peinture suggèrent qu'elle aurait pu faire partie d'un cadre technologique ou spirituel plus vaste, agissant peut-être même comme un condensateur solaire qui exploitait la puissance de la lumière du soleil d'une manière que nous commençons seulement à comprendre. Cela soulève des questions sur les connaissances des Incas en sciences des matériaux, qui semblent bien plus avancées que ce que nous pensions possible pour les civilisations anciennes. Si les Incas avaient mis au point une peinture qui résiste au soleil, à l'humidité, aux moisissures et à la décomposition sans utiliser de polymères synthétiques modernes, cela suggère qu'ils comprenaient la chimie avancée et la science des matériaux bien avant les civilisations modernes. Le savoir d'un tel matériau aurait-il pu être perdu intentionnellement? Pourquoi sommes-nous toujours dans l'ignorance d'une telle avancée? Le mystère entourant cette peinture ancienne nous fait nous demander quelles autres technologies ou innovations les Incas possédaient et qui ont été perdues pour l'histoire. Délibérément cachées, peut-être, pour empêcher la perturbation des industries modernes. Top 10. Le verre flexible chinois. En l'an 14 de notre ère, sous le règne de l'empereur Wang Mang de la dynastie Qin, un événement extraordinaire s'est produit à la cour impériale, qui allait plus tard susciter confusion et mystère pendant des siècles. Un artisan présenta un cadeau unique à l'empereur. Une coupe à boire faite de verre flexible, un matériau qui ne se brisait pas lorsqu'il tombait, mais se pliait et pouvait même être remodelé avec un petit marteau. L'empereur, intrigué par ce verre incassable, demanda à l'artisan comment il avait été fabriqué. L'artisan refusa de révéler ses secrets, ce qui entraîna une réponse tragique et radicale. L'artisan fut exécuté et son atelier détruit. Le secret de la création du verre flexible fut perdu, et il sembla disparaître sans laisser de traces,
jusqu'à ce que les technologies modernes commencent à y ressembler de près. L'histoire du verre flexible a longtemps été considérée comme un mythe, un conte transmis par les annales impériales, mais rejeté par beaucoup comme apocryphe. Cependant, en 2012, des entreprises de technologiques modernes ont introduit le verre flexible sous la forme de matériaux tels que le verre Willow et le Gorilla Glass, utilisés dans tout, des smartphones aux panneaux solaires. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce verre moderne partage de nombreuses propriétés décrites dans les textes anciens. Un verre qui se plie mais ne se brise pas et possède une résistance et une flexibilité remarquables. Malgré les similitudes, aucun échantillon survivant du verre flexible original n'a jamais été trouvé. Cependant, des archéologues ont mis au jour des fragments de verre primitifs provenant de Luoyang et de Chang'an, ancienne capitale de la Chine, qui défient toute catégorisation. Certains de ces fragments contiennent des métaux alcalins rares et du bore, des éléments utilisés aujourd'hui pour créer du verre borosilicate de qualité laboratoire. En 1999, l'Académie chinoise des sciences a publié une étude examinant un éclat présentant des niveaux élevés de silicate de lithium, un composé qui réduit la fragilité et augmente la résistance à la chaleur, des caractéristiques vitales pour le verre flexible. Pourtant, cette étude a été mystérieusement retirée et n'a jamais été traduite en français, laissant les secrets de cette technologie ancienne enfouis. Au début de la dynastie Han, certains documents de la cour font brièvement référence à une pierre claire dont on disait qu'elle se pliait, mais ne se brisait pas, une description étrangement similaire au verre flexible. Après l'exécution de l'artisan, ces références ont disparu des registres historiques. Qu'est-il arrivé à cette incroyable technologie? Pourquoi a-t-elle été passée sous silence? Ce savoir perdu du verre flexible soulève des questions sur le degré d'avancement des anciens Chinois en sciences des matériaux, bien avant la chimie et la physique moderne. En 2008, un livre blanc anonyme a circulé au sein de la communauté chinoise de l'ingénierie des matériaux, affirmant avoir découvert une anomalie de silice ancienne sur un site funéraire près de Shuhu. Le document décrivait un matériau capable de se plier jusqu'à 12 grades sans se fissurer et pouvant conserver une mémoire structurelle, tout comme le verre flexible moderne que nous utilisons aujourd'hui. Cependant, cet article n'a jamais été officiellement publié, et l'échantillon n'a jamais été révélé au public. Le document a été retiré de la circulation et le sujet n'a jamais été exploré davantage. Se pourrait-il que la connaissance du verre flexible ait été supprimée parce qu'elle représentait un bond technologique bien au-delà de son époque? Aujourd'hui, la production de verre flexible nécessite des traitements thermiques précis, des agents de dopage chimique et des conditions de salle blanche qui n'étaient pas disponibles dans la Chine ancienne. Alors, comment l'artisan de la dynastie Han a-t-il pu créer un matériau aussi remarquable sans aucun des outils modernes dont nous disposons aujourd'hui? Ce savoir a-t-il été perdu au fil du temps, effacé par l'exécution d'un artisan? Ou a-t-il été délibérément caché pour empêcher sa redécouverte? L'histoire du verre flexible laisse entrevoir une histoire technologique bien plus vaste. Une histoire qui suggère que les civilisations anciennes étaient bien plus avancées que ce que nous croyons généralement. Ces découvertes remettent en question ce que nous savons sur le développement de la science et de la technologie à travers l'histoire. La perte de ces matériaux et de ces méthodes n'est pas seulement une perte culturelle. Il peut s'agir d'un acte délibéré pour garder certaines technologies cachées du public. La suppression de ce savoir peut nous coûter bien plus que nous ne pouvons l'imaginer. Et les possibilités qui auraient pu émerger de ces découvertes anciennes sont phénoménales. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour plus de découvertes mystérieuses. Merci d'avoir regardé et restez à l'écoute pour d'autres histoires fascinantes de l'histoire.